et bienvenue à tous. Donc, je suis Frédéric Ledan, comité régional du tourisme Occitanie. Alors, cet atelier s'inscrit dans un ensemble d'ateliers pour ceux qui ont l'habitude de les suivre, hein. La plupart du temps, c'est sur la commercialisation, sur la visibilité en ligne. Alors, on est habitué à être très nombreux. Là, on est en petit comité cette fois-ci parce que c'est sur un sujet qui touche peut-être un petit peu moins d'entre vous, moins de monde, puisque c'est sur le recrutement et donc il faut avoir des salariés. La plupart des entreprises qui suivent nos webinaires sont des micro-entreprises avec quasiment aucun salarié. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est le recrutement. Alors en fait, c'est un atelier en deux parties. La première partie, 45 minutes, va être consacrée à comment rendre son entreprise plus attractive à travers l'offre d'emploi, l'entreprise, mais aussi le poste à pourvoir, comment se distinguer au milieu de la masse des annonces, comment mettre en relief son annonce, mettre en évidence ce qui est important, les mentions à ne pas oublier, etc. La deuxième partie, 45 minutes aussi, ça va être sur comment gérer l'entretien d'embauche pour choisir le meilleur candidat, comment ne pas passer à côté de certaines questions essentielles, comment éventuellement pondérer les critères, voilà, comment s'organise l'entretien et quels sont là aussi, à ce moment-là, les messages à faire passer pour rendre son entreprise attractive. Donc c'est Benoît Stein qui va animer ce webinaire. Alors Benoît est dirigeant d'un cabinet de recrutement et il a une double casquette, il est aussi le dirigeant de la plateforme Job Tourisme. Alors il se présentera, il parlera de son parcours. Donc il est très bien placé pour voir des dizaines d'annonces par jour et savoir comment les optimiser. Donc Benoît, je vais vous laisser la parole. ouais, pas de problème. Oui, oui, tout d'abord, merci pour votre accueil. Merci Frédéric pour votre sollicitation. C'était un plaisir. C'est toujours un plaisir d'intervenir sur ces formats-là. C'est quelque chose que voilà, je suis assez souvent sollicité pour parler emploi, recrutement, conseil un peu sur ces thématiques-là. Et c'est la première fois qu'on le fait ensemble, donc je suis content de ça. Et comme on est en comité assez réduit, n'hésitez pas effectivement à poser des questions, à participer, à apporter votre témoignage et votre expérience. On est entre nous, donc voilà, on est là pour favoriser l'échange. Moi, j'aime bien quand il y a un petit peu d'échange et d'interaction. Ça dépend de vous. Euh, on va aborder ensemble 2 thèmes, ou peut-être 3 même. La partie effectivement annonce, rédaction d'offres d'emploi qui est cruciale pour capter des candidatures. Et donc, on verra qu'il y a un certain nombre de points à respecter et qui ne le sont pas toujours. Donc, voilà, on regardera ça ensemble en détail. Et puis on étendra le sujet à, comment est-ce que je diffuse mon offre, pour, voilà, pour qu'elle soit la plus visible possible, ce qui est un point, tout aussi important que le contenu même de l'annonce, quoi. Voilà, donc ça c'est pour pour le premier thème. Le second point, qu'on abordera ensemble, c'est la partie entretien de recrutement, parce que, bah, voilà, tout le monde ne sait pas faire et on va essayer de baliser un petit peu le chemin. Je vais vous donner clairement, ma méthodo, pour, que vous pourrez ou non vous approprier, tout ou partie, c'est vous qui verrez. Mais en tout cas, je suis là en transparence pour vous dire comment nous on travaille, dans ce secteur-là. Donc ça, c'est pour les 2 grandes thématiques mais avant d'aborder ces 2 thèmes, moi j'aime bien parler du candidat. J'aime bien, plutôt que plonger dans, comment je rédige une annonce, comment je gère un entretien de recrutement. J'aime bien parler candidat parce qu'au fond, c'est à lui qu'on s'adresse, c'est lui qu'on essaye de capter et c'est mieux de savoir qui il est, avant de rentrer dans de l'opérationnel. Donc on va démarrer plutôt là-dessus. Je vais vous partager magnifique. OK, heu, très rapidement, parce que je suis pas là pour parler, de moi, mais que vous sachiez un petit peu, d'où je sors et qui je suis. Donc je suis Benoît Stein et je dirige, comme Frédéric l'avait indiqué tout à l'heure, 2 structures. La première, c'est GPS Interface. On est un cabinet de conseil en ressources humaines, avec plusieurs antennes, à Lyon, Grenoble et Annecy. On intervient dans toute la France, même si notre fief, c'est plutôt la région Rhône-Alpes, mais on intervient vraiment partout en France. On accompagne des acteurs du tourisme,
notamment depuis 25 ans maintenant, donc ça commence à faire et ce sur des thématiques, très variées, mais en particulier, du recrutement, de l'évaluation en mobilité interne, du coaching de manager, de la formation d'équipe, team building et cetera et cetera. Donc ça, c'est notre première activité et notre seconde activité qui est un peu plus récente, qui date d'il y a 4 ans, c'est Job Tourisme. Donc c'est une plateforme emploi, qui est dédiée aux professionnels du tourisme pour publier leurs offres. Voilà. Donc je sais que certains d'entre vous l'utilisent, déjà, et l'objet, c'est de vous expliquer un petit peu quelle est notre philosophie pour que vous compreniez quel intérêt peut-être vous pouvez y trouver, quoi. Voilà, on travaille avec des acteurs partout en France, sur Job Tourisme, avec des partenaires, type CRT, des fédérations indépendantes, des groupes, sur tout secteur du tourisme. Donc là, j'ai mentionné, en bas de cette page, quelques-uns des acteurs qui passent par nous, type, Club Med, Utopia et cetera. Voilà, on est plutôt bien représentés en France, heu, avec un joli réseau de candidats, qui nous suivent notamment sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc ça, c'est très rapidement pour ce qu'on fait. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Alors, hop, j'arrive pas à changer de page. OK, voilà. Hem, Comme je vous l'ai indiqué avant de se parler, vraiment de l'annonce, de la rédaction, d'une annonce, j'aimerais qu'on se parle du marché de l'emploi, du recrutement aujourd'hui. Vous avez évoqué dans le premier sondage que vous aviez tous des problématiques de recrutement, pour 2024 et honnêtement, ça ne me surprend pas du tout, puisque, statistiquement, voilà, on sait que, sur ces 2 dernières années, 58 des entreprises qui ont eu des projets de recrutement, les ont jugés difficiles, voire très difficiles. Et ce chiffre est monte à plus de 80 sur certains, secteurs d'activité qui nous concernent. Et je pense notamment à tout ce qui est hôtellerie-restauration qui est beaucoup touché, hébergement, qui est très touché par cela, avec des recrutements très complexes, à mener, à leur terme. Et ça a pour conséquence, un point qui est qu'une entreprise sur 4 a dû abandonner des recrutements, sur l'année écoulée, alors qu'elle avait des besoins, mais abandonner des recrutements parce que, pas assez de candidatures en phase avec les attentes. Donc on reçoit des candidatures, moins qu'avant, mais on en reçoit quand même, mais les candidats sont pas forcément, répondent pas forcément à nos critères de sélection. Des désistements, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Moi, je recrute, j'ai en permanence des recrutements en cours puisque je suis consultant RH, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux réellement dire que je n'ai pas un seul recrutement, sur lequel je n'ai pas de désistement de candidats, y compris sur des phases très avancées du recrutement, et notamment, lorsqu'on leur fait une proposition, qu'ils peuvent être amenés à refuser, quoi. Donc ça pose un peu, des questions, sur le niveau d'investissement et la projection que peuvent avoir certains candidats, hem, que l'on rencontre, quoi. Et puis enfin, des candidats pas forcément convaincants en entretien. Dans tous les cas, ça a posé ces deux dernières années, je dis vraiment ces 2 dernières années parce que c'est très marqué quand même, nous on l'a vraiment noté, ça a posé de vrais soucis, de fonctionnement, quoi, pour vos structures. Je me doute que si on faisait un tour de table, la plupart d'entre vous, iraient, dans ce sens-là. Et tout cela est également lié, à la crise sanitaire, à la crise Covid, hein, qui a engendré un nouveau rapport au monde du travail, et qu'on doit absolument prendre en compte. Et ça c'est je vais le mettre en exergue juste après, pour montrer en fait à quoi marche le candidat et qu'est-ce qui est important pour lui aujourd'hui. Si on ne sait pas ça, on peut passer à côté de notre sujet au moment d'essayer d'attirer ces candidats-là. Donc c'est vraiment important de savoir qui il est. Un petit peu, comme en marketing. C'est du marketing, on parle de marketing RH. En marketing, on essaye, de savoir qui est notre client avant de lui adresser des offres. Et ben là, c'est exactement pareil. Sur les prochaines, slides,
on va regarder qui est notre candidat et ça aura un impact sur comment est-ce qu'on aborde notre relation avec ce candidat-là pendant tout le process et ensuite, une fois qu'il est recruté, quoi. Donc, pour répondre à tout cela, à cette problématique qui est quand même assez présente en 2024, quelques pistes. Quelques pistes. D'abord, parler d'expérience candidat. On sait qu'aujourd'hui, pratiquement 8 candidats sur 10 sont très sensibles à l'expérience candidat qui va leur être proposée, c'est-à-dire au parcours que vous allez leur proposer. Et ça aura ça aura un impact important dans leur prise de décision à la toute fin, quand ils vont décider de vous dire oui ou non. Donc, l'importance d'adapter ces processus de recrutement et de faire évoluer ces entretiens d'embauche vers plus de professionnalisation, d'où l'atelier du jour. Renforcer et diversifier son sourcing candidat. Parfois, j'ai des clients qui me disent je manque de candidats, j'ai personne qui postule, les gens n'ont pas envie de travailler. En fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que ces personnes-là, en tout cas mes clients, euh, ont, ont l'habitude de publier leurs offres sur certains médias euh, qui ne sont pas forcément les bons et qui ne sont pas forcément suffisamment diversifiés. Et surtout qu'ils passent à côté d'un point qui est absolument crucial dans un recrutement réussi en 2024, c'est la notion de sourcing candidat. C'est-à-dire qu'il y a encore 10 ans, on pouvait publier des annonces, on recevait des CV, et après, entre guillemets, je caricature un petit peu, mais à peine, on n'avait plus qu'à piocher dans ces CV-là, et puis rencontrer les gens, et puis boucler son recrutement. Aujourd'hui, ça fonctionne plus tout à fait comme ça. Le gros de notre job, nous, en tant que consultants, c'est d'aller faire de l'approche directe, donc d'activer nos réseaux et de faire du sourcing candidat. C'est sûr que si on se contente de publier des offres sur 2 sites, on ne met pas toutes les chances de notre côté pour capter l'attention des candidats. Donc ça fera l'objet un petit peu d'un focus particulier dans un quart d'heure, 20 minutes. On se parlera de cette partie-là. Travailler sa marque employeur. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez entendu ce terme-là, parce qu'il est très à la mode, parler de sa marque employeur. Qu'est-ce que c'est? Idem, on l'abordera tout à l'heure, mais le sujet, c'est de dire qui vous êtes, de vous mettre en avant et de vous vendre. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le candidat, il n'est pas en position basse. Vous le choisissez, mais lui, il vous choisit. Et si à un moment donné, vous ne lui dites pas qui vous êtes et que vous ne vous mettez pas en avant, ça va être compliqué d'être choisi par rapport à d'autres. On voit des résultats très, très disparates entre les entreprises, entre celles qui travaillent un petit peu leur marque employeur et celles qui ne le font pas du tout, quoi. Celles qui le font ont des résultats satisfaisants en matière de recrutement. Celles qui ne le font pas, on rencontre plus de mal, quoi. Donc, c'est un point important. Travailler sa marque employeur. Là, je mets des idées un petit peu générales, mais rassurez-vous, je vais vous donner des pistes ensuite opérationnelles, des questions à vous poser que vous pourrez tout de suite appliquer dans votre quotidien si vous le souhaitez, voilà, pour mieux préparer vos entretiens et mieux réussir vos annonces, hein. Je ne suis pas du genre à vous envoyer des grandes idées, puis après à vous dire il n'y a qu'à Faucon, débrouillez-vous. Je vous ai balancé la marque employeur, maintenant à vous de faire. Non, on va être dans le concret juste après. Assouplir ces critères de sélection. C'est un point qui me semble important. Je vois beaucoup d'employeurs qui mettent des critères de sélection très drastiques et parfois, lorsqu'on creuse un petit peu, on se rend compte que ces critères-là ne sont pas essentiels. Donc, il sera vraiment important, lorsque vous préparez vos entretiens et vos annonces, de vous poser la question suivante. Quels sont les critères indispensables auxquels mon candidat doit remplir et sans lesquels, de toute façon, je n'avancerai pas? Et quels sont les critères qui sont plutôt de l'ordre du plus? Parfois, il y a une confusion qui est faite et ça donne des profils qui sont quand même voilà, quasiment introuvables parce qu'en fait, on cherche le mouton à 5 pattes. Et alors, je vous le dis tout de suite, nous, ça fait 25 ans qu'on le cherche, le mouton à 5 pattes, on ne l'a toujours pas trouvé. Donc, il y a des compromis à faire. Mais surtout, il y a, blague à part, il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qui est indispensable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parfois, ce travail-là n'est pas fait. Adapter sa politique de rémunération, ou en tout cas avoir un système de rémunération qui soit en phase avec le marché et les attentes candidats. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un sujet
peu évident à trouver car sur certains types de postes, les candidats savent qu'ils sont en position de force et donc ils ont des attentes qui sont parfois importantes. Donc je ne dis pas qu'il faut y répondre systématiquement. Par contre, il y a un principe de réalité et donc bah, voilà, ça nécessite un petit peu de s'adapter. Et enfin, répondre aux nouvelles aspirations des salariés. C'est en lien avec ce que j'évoquais juste avant, lié à la crise Covid et à ce rapport qui a changé avec le monde du travail. Et donc, là, je vais vous montrer quelques statistiques, des points clés euh, euh, dans l'esprit des candidats à respecter pour les capter. Et je pense notamment à des choses de type juste répartition entre vie personnelle et vie professionnelle, qui est un point absolument clé, quête de sens dans le travail. Voilà, ça c'est des points importants. On va rentrer dans le détail juste après. Donc, qui est notre candidat type en 2024? Avant de lui adresser les messages, on va essayer de comprendre qui il est. Déjà, bien comprendre que alors, je m'appuie sur des études nationales qui sont faites non pas par nous, mais par des cabinets, type Robert Half, type, APEC, et cetera. Donc sur des panels très larges, hein, de candidats, et donc qui sont représentatifs. Heu le premier point que je souhaitais aborder avec vous, c'est vous montrer quelle est l'évolution au monde au rapport au monde du travail, sur ces 2-3 dernières années. Sur quels critères professionnels la crise sanitaire vous a-t-elle rendu plus exigeant ou plus exigeante? Bah, d'abord, ce qui ressort en tête, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Heu, je l'entends dans absolument 100 de mes entretiens, 100, quel que soit le type de poste. Qu'on se parle d'un poste de DG ou qu'on se parle d'un animateur ou d'un agent polyvalent, c'est un point clé, aujourd'hui en recrutement et donc à bien avoir, à l'esprit. Heu, vous en tant qu'employeur, si vous ne respectez pas cela, alors, vous vous rendez bien compte que vous ne répondez pas à l'un des, points clés dans l'esprit du candidat. La question du salaire, on en reparlera tout à l'heure. Elle sort de toute façon dans les 3 premiers critères, quels que soient les sondages, effectués, donc je ne vais pas le développer. Mais il y a un point qui est monté très fort ces 2 dernières années, c'est la notion de flexibilité. Vous voyez que c'est le troisième critère. La flexibilité, ça peut prendre différentes formes. La forme la plus, répandue, c'est, les attentes autour du télétravail. Les candidats aujourd'hui, ils le demandent explicitement en entretien. Ça ne se prête pas à tous les métiers, ça ne se prête pas à tous les postes, mais et quand ça ne s'y prête pas, on nous pose systématiquement la question de la flexibilité dans les horaires. Voilà, qui vient, renforcer, hein, la notion d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. On est un petit peu sur la même thématique. C'est à prendre en compte, même si, la notion de télétravail quand même, les entreprises sont en train, progressivement de revenir un petit peu là-dessus, parce qu'elles se sont rendues compte, des biais que cela pouvait, induire et des problèmes qui pouvaient être posés en termes, de performance collective notamment. Donc c'est un point à avoir en tête, mais en tout cas, les candidats le demandent. Ils De la même façon, j'ai 100 des candidats qui me demandent maintenant quelle est la répartition entre le travail au bureau et le télétravail. Et certains me disent: «Moi, de toute façon, je viens que si j'ai 2 jours de télétravail». Bon, bah, parfois ça s'y prête, parfois, ça s'y prête pas. Ayez-le en tête. Et le quatrième critère que je veux mentionner, qui sort en 4 aujourd'hui, mais qui est en train de monter à vitesse grand V, c'est la notion de sens dans votre travail. Aujourd'hui, c'est le quatrième critère avec 42 des réponses. Je pense qu'on refait la même étude dans 2 ans, le sens dans le travail, ce sera le premier critère ou le deuxième. Voilà, les candidats, idem, quel que soit leur niveau de poste, sont en quête de sens. Ils sont en train de se dire: «Au fait, ma vie, elle sert à quoi? Et mon travail, il sert à quoi fondamentalement?» Le sens dans le travail. Donc ces éléments-là, on va pouvoir les travailler, notamment lorsqu'on va se parler, de marque employeur. OK? La marque em Lorsque je travaille ma marque employeur, au fond, j'explique aux gens quelles sont mes valeurs en tant qu'entreprise et quel est le sens de ce qu'on fait. Et ben ça, ils ont besoin de l'entendre. Le sens dans le travail. Quête de sens.
Maintenant, un point extrêmement important, les deux slides là, qui viennent juste après sont absolument cruciales. Donc, je vais passer un tout petit peu de temps là-dessus pour mieux comprendre qui est notre candidat. Qu'est-ce qui fait qu'un candidat va choisir une entreprise plutôt qu'une autre? Et ensuite, qu'est-ce qui fait qu'un candidat va décider de répondre à une annonce? Quand on pose la question au candidat, euh, eh ben, il y a trois critères qui sortent en tête. En premier lieu, c'est la localisation. La localisation du poste, la localisation de l'entreprise. C'est un point qui est très largement oublié dans les annonces et sur l'intégralité des job boards sur lesquels on publie des offres d'emploi. On ne traite pas ce critère-là, ce qui est une aberration puisque c'est le premier critère qui ressort. Une personne, d'abord, avant de venir travailler chez vous, elle va venir vivre sur un lieu. Et donc, à un moment donné, si on lui donne aucune information sur ce lieu de vie, eh ben, elle aura du mal à se projeter. Moi, j'ai beaucoup de candidats qui me disent, bon, Benoît, c'est bien, l'entreprise, moi, je la trouve super, le poste, génial, l'émission top, la REM, parfait. Par contre, maintenant, j'ai quand même un sujet, c'est je dois venir vivre sur place, quoi. OK, ben, il faut que j'arrive à me projeter. Et là, ben, il va falloir leur donner un petit peu des informations, quoi. Et, et donc, c'est la raison pour laquelle nous, en tout cas sur Job Tourisme, on a décidé de travailler ce point-là en mettant en avant les territoires. Donc, ça vous concerne sans vous concerner dans le sens où là, ce n'est pas de votre ressort. On travaille avec les communes et avec les offices de tourisme pour mettre en avant les territoires et faire en sorte que vous, en tant qu'employeur, en tant qu'entreprise, vous soyez sur notre plateforme rattaché à ce territoire-là, de sorte que quand vous publiez une annonce, eh ben, systématiquement, votre annonce, elle va être enrichie avec tous les éléments liés au territoire. Et donc, ça va répondre à ces questionnements que tous les candidats ont sur, au fait, où est-ce que je vais habiter maintenant? C'est quoi ma vie sur place? Voilà, donc on l'a bien développé en région Rhône-Alpes. Et là, dans les semaines qui viennent, on va lancer des actions, non pas à votre attention, mais à l'attention, voilà, de vos territoires pour travailler avec eux et leur permettre, voilà, de se mettre en avant, sur Job Tourisme, quoi. Je vous le dis pour que vous sachiez un petit peu ce qu'on est en train de mettre en place, quoi. Même si c'est pas, voilà, vous qui allez gérer ça directement. En tout cas, il y a ce sujet de la localisation qui est extrêmement important. Le deuxième point, c'est la notion de valeur. Le candidat, on sait que 80% des candidats, enfin 85% pour être précis, 85% des candidats se renseignent sur une entreprise avant de postuler. Et ce qu'ils vont regarder, outre la localisation, c'est quelles sont ses valeurs. Et c'est très marqué notamment pour la jeune génération. Et c'est de se dire, OK, est-ce que cette entreprise, elle correspond à mes valeurs? Est-ce que les valeurs de l'entreprise correspondent aux miennes? Bon, eh ben, c'est plutôt une bonne idée de communiquer autour de vos valeurs, de façon simple. On n'est pas obligé de faire des grands pavés et d'avoir des sites internet où on explique en 4 pages quelles sont nos valeurs. Mais à un moment donné, mettre une, deux, trois phrases dans votre annonce sur qui vous êtes et quelles sont vos valeurs, c'est très impactant aux yeux du candidat, très très impactant. N'oubliez pas que c'est son deuxième critère de choix. Et enfin, le secteur d'activité. Le secteur d'activité, c'est le troisième critère qui fait qu'on choisit une entreprise plutôt qu'une autre. Le tourisme a un petit peu souffert ces dernières années, on ne va pas se mentir, mais c'est à nous collectivement de le dynamiser et de montrer que il y a de beaux territoires qui recrutent, il y a de belles entreprises, il y a de beaux postes et de belles carrières à poursuivre dans le secteur du tourisme. Nous, en tout cas, on se bat pour ça. euh, et, euh, et, on, et on a besoin de le faire collectivement, en fait, quoi, pour mettre en avant notre secteur d'activité. C'est quand même anormal que certains jeunes ne pensent pas du tout au tourisme lorsqu'ils démarrent leur carrière, alors que voilà, ils pourraient trouver des carrières magnifiques et hyper épanouissantes et pleines de sens, justement. Je pense que le tourisme est, un, est, est très,
et très porteur de sens, quoi. Donc, mais à nous de le dire, à nous de le faire savoir. Donc ça, on peut le faire ensemble. Ce sont les 3 critères principaux. Et ensuite, heu, qu'est-ce qui fait qu'un candidat répond à une offre? Donc là, on est vraiment dans le cœur de notre sujet qu'on va développer, après de façon très opérationnelle de, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une offre d'emploi réussie? Et ben, quand on s'intéresse à aux critères qui font qu'un candidat répond à une offre plutôt qu'à une autre, d'abord, il regarde les missions. Alors je vois une caméra s'allumer, peut-être qu'il y a des questions? On a une question qui vient d'arriver, D'accord. alors pour l'instant une seule, donc n'hésitez pas, hein, Ouais. si Ouais, vous avez des questions à les mettre dans le fil de discussion. C'est Didier qui est dans le sud de la Lozère, territoire le moins peuplé de France. Est-ce que ça peut être un atout au niveau de la localisation du lieu de vie? Est-ce que ça peut être un atout pour recruter? Alors j'adore cette question. Merci de l'avoir posée parce que elle ressort souvent quand je fais des présentations comme celle-ci, sous différentes formes, mais c'est vraiment une excellente question. Hem, oui, ça peut être un atout. Moi, je vais juste illustrer ça par un exemple, d'une présentation que j'avais fait comme ça, d'une intervention. C'était avec un groupement en hébergement de plein air, pardon, et puis j'avais, 150 personnes dans la salle. Et puis il y a une personne qui, pareil, qui se lève et qui m'interpelle là-dessus en me disant: «Tu sais, hem, moi j'ai un petit établissement, un petit camping, dans un coin paumé. Franchement, face à un mastodonte, face à par exemple, à un Utopia qui est placé, dans un coin beaucoup plus peuplé, et qui a, un établissement plus gros avec, plus d'infrastructures et cetera. Moi, je vois pas comment je peux lutter, quoi. Je vois pas ce que je peux dire et je peux comprendre cette remarque-là. Néanmoins, en fait, en quelques minutes de réflexion collective, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que tout le monde ne cherche pas à aller dans le secteur le plus peuplé. Tout le monde ne cherche pas à rejoindre le gros établissement, avec, des tas d'emplacements et des milliers de clients, qui circulent, chaque semaine. Tout le monde ne cherche pas cela et donc en réalité, lui, ce qu'il avait du coup, suite à notre échange, ce qu'il avait décidé de mettre en avant, c'est plutôt la notion, un, de tranquillité, 2, de pleine nature, 3, d'établissement, hem, beaucoup plus familial avec une notion de proximité client qui était, incomparable par rapport à d'autres établissements plus, beaucoup plus gros, on va dire, qui présentent des tas d'autres atouts, d'accord? Donc je ne suis pas du tout en train de marquer une préférence personnelle, hein. C'est juste le sujet, c'est juste de dire qu'on a tous des atouts. Le tout est passer un petit instant pour y réfléchir, les mettre noir sur blanc et du coup de se dire qui je suis et qui je souhaite attirer. Et j'ai eu le cas, sur des recrutements, pour un office de tourisme, que j'ai géré il y a quelque temps là. Un petit office de tourisme, on peut dire, d'une petite destination, et la personne me disait, la directrice, en l'occurrence, me disait: «Je vois pas comment je vais pouvoir attirer des gens, en fait, quoi. Parce qu'on est loin de tout et je suis pas compétitive». Et ben, en fait, on a rédigé une annonce qui était vraiment axée sur les éléments que j'ai évoqués juste avant et on a eu des candidats qui venaient chercher ça et qui ne se seraient pas retrouvés, heu, dans un lieu, type, je sais pas moi, je vais prendre un extrême, OK, pour qu'on comprenne. Mais type, Val Thorens qui est, voilà le, l'extrême en matière de station de ski, quoi. Le tout est d'aller chercher le candidat qui répond à cela, qui a les mêmes valeurs et qui a cette quête de sens-là. J'en étais sur la rédaction d'annonces, enfin la rédaction, en tout cas les critères qui font qu'un candidat décide de répondre à une annonce plutôt qu'à une autre. Donc d'abord, il y a la question des missions, ensuite le salaire et enfin le périmètre de poste, sur les 3 premiers critères. Les missions, c'est absolument clé. On doit, on doit dans une annonce, digne du nom, détailler, ce que la personne va faire dans l'entreprise. On ne peut pas se contenter de dire, voilà: «Je cherche un agent polyvalent, contrat 35 heures, payé tant».
Ça ne fonctionne pas, on n'a personne. Et je caricature pas du tout en plus en disant ça, puisque je vois beaucoup d'annonces passer qui ne contiennent pas le descriptif des missions. Le descriptif des missions, c'est le premier critère. Donc, on ne peut pas passer à côté. Le second critère, c'est le niveau de rémunération, c'est le salaire. Ce n'est pas une mention obligatoire dans une annonce légalement. Légalement, on n'est pas tenu de le faire. En revanche, on sait que une annonce qui comporte des indications précises sur le salaire génère 3 à 5 fois plus de candidats qu'une annonce qui n'en comporte pas. Donc, on a tout intérêt à communiquer autour de la rémunération et une rémunération juste, c'est-à-dire en adéquation avec le poste. On y reviendra juste après. Le périmètre de poste. Le périmètre de poste, il est un peu lié au premier critère que sont les missions, mais parfois on voit des périmètres qui sont très flous, très fluctuants, qui intègrent beaucoup de choses et au fond, le candidat, il ne sait pas où son poste commence et où il s'arrête. Et bien ça, c'est un problème. Le candidat a besoin de clarté. Donc ça, ce sont les 3 critères principaux que l'on va devoir respecter dans nos offres d'emploi, dans la rédaction de nos offres d'emploi. Ensuite, on a d'autres critères qui sont aujourd'hui moins importants, mais qui devront être traités à un moment ou à un autre dans le process de recrutement. La notion d'évolution. Quelles sont les évolutions en interne une fois que je suis entré dans l'entreprise à ce poste-là? Ma conviction est qu'on n'est pas du tout obligé de communiquer cela dans une offre. Par contre, on va devoir l'aborder, en tout cas, il est conseillé de l'aborder pendant l'entretien. Il y a des personnes qui se projettent sur le long terme et elles ont besoin d'être rassurées sur ce sujet-là. Et en général, ça se fait plutôt en 2e ou en 3e partie d'entretien. Voilà. Quelles sont les évolutions possibles si vous entrez chez nous? Les avantages matériels, outils, télétravail. C'est quelque chose que de plus en plus d'entreprises intègrent dans leurs offres d'emploi en 3e ou 4e partie d'offre d'emploi. Je pense que c'est une bonne idée. Si vous avez des avantages en particulier, c'est bien de le dire. Donc ça, ce sont les critères principaux qui font qu'un candidat répond à une offre plutôt qu'à une autre. Quand on se parle maintenant de refus d'offres, tout à l'heure, on a dit qu'on a un certain nombre de candidats avec qui on avance sur un process de recrutement. Tout est aligné, ils ont les compétences, ils ont bien compris les missions, tout va bien, mais à la fin, eh ben, ils ne viennent pas. Ça arrive souvent. Le premier critère, c'est le salaire, puisque parfois, voire souvent, c'est un sujet qui est assez tabou pendant tout l'entretien, enfin pendant tout le process qu'on aborde à la toute fin et eh ben, on n'avait pas bien abordé notre sujet en amont et donc ben, on perd notre candidat. Donc important de traiter cela dès le démarrage du process avec un candidat. Si je peux vous donner un conseil, en tout cas, c'est comme ça que moi je le gère. Ça fait partie des premières questions que je pose sur le premier entretien. Moi, dans ma méthode de recrutement, j'ai au minimum 2 entretiens, voire 3, mais au minimum 2. Et sur le premier entretien, moi, mon premier entretien, en fait, il est là pour vérifier que les conditions sont réunies, les conditions objectives sont réunies pour aller au bout. Donc, est-ce que la personne peut venir vivre sur place? Est-ce que son organisation personnelle le permet? Est-ce que le niveau de salaire lui correspond? Il vaut mieux le savoir dès le début, quoi. Parce que c'est le premier point qui fait qu'à la fin, la personne refusera. Donc, border ce sujet dès le début. La localisation de l'entreprise, donc ça, c'est le deuxième critère ici, et on en a parlé. Et enfin, pourquoi je vous ai mis cette slide-là, c'est parce que le troisième critère m'intéresse particulièrement. On a 40% des gens qui ont refusé parce qu'ils ont eu un mauvais contact avec l'entreprise, avec leur manager ou le RH, pendant l'entretien d'embauche. Donc l'entretien de recrutement, il vous sert à vous à évaluer un candidat, mais il sert aussi au candidat à évaluer s'il a envie de bosser avec vous. Donc, ne vous y trompez pas. Il y a 15 ans, on avait des entretiens où le candidat venait, il était en position, en tout cas, le recruteur était en position de force. Aujourd'hui, les forces se sont totalement équilibrées, voire inversées dans certains cas.
Et donc, il est important de proposer un vrai et bon entretien de recrutement. D'où, cette deuxième partie qu'on va aborder tout à l'heure sur, au fait, comment est-ce qu'on peut, construire un entretien, et s'assurer que, voilà, qu'on a balayé tous les sujets qui étaient importants, quoi. Voilà, je voulais vous en parler dès à présent. L'annonce, on y vient, on y vient. Mais je voulais vraiment, vous donner tous ces éléments de contexte parce que, on aurait très bien pu, plonger directement sur, bon, bah, c'est quoi une annonce? Comment on la structure? Comment on la rédige? Mais si on ne s'est pas parlé avant de qui est notre candidat et qu'est-ce qu'il cherche aujourd'hui, on est quand même très incomplet, quoi. Voilà. Une annonce, moi, je recommande de la construire en 3 parties. Au minimum 3 parties, 3 voire 4. Mais en tout cas, il y a 3 parties qui sont indispensables et incontournables. La première partie, c'est celle que nous, en interne, on appelle la partie corporate. C'est c'est celle où vous allez parler de vous. Vous allez, séduire votre candidat, vous allez lui dire qui vous êtes. Il y a un lien avec la notion de marque employeur qu'on verra juste après, mais c'est qui je suis, qu'est-ce qui me caractérise, en quoi est-ce que je suis différenciant en tant qu'employeur et pourquoi est-ce que toi, candidat, tu viendrais chez moi? C'est absolument incontournable. C'est incontournable. Vraiment, j'insiste un peu lourdement là-dessus parce que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces passer, qui, démarrent directement sur la mission, avec des tournures de phrases en plus qui plaisent pas aux candidats, du genre, «Sous l'autorité de, votre directeur, vous aurez ci et ça à faire». Non, d'abord on se présente. D'abord on dit qui on est et on explique où on est, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont nos valeurs, à quoi on croit et dans quel, contexte on fait ce recrutement. Voilà. Globalement, si on traite son corporate de cette façon-là, on a quelque chose de plutôt pas mal et d'assez percutant. On n'est pas obligé d'écrire, 30 lignes et c'est même plutôt déconseillé. Hem, il faut plutôt faire synthétique parce que si on fait des annonces à rallonge, les gens ne les lisent pas ou ils les lisent en diagonale, donc le message perd sa puissance, quoi. Mais cette partie corporate est vraiment incontournable, j'insiste. Le deuxième point, c'est la partie mission. L'objectif de cette partie-là, c'est de donner un panorama des missions principales liées à un poste. Je dis bien des missions principales. Je vois parfois, 2 écueils. Soit, l'exemple que j'ai donné juste avant, avec aucune mission de décrite. Bon, bah, là, on se rend bien compte qu'on ne répond pas à l'attente première du candidat, qui est de savoir ce qu'il va faire dans la boîte et à ce poste-là. Heu et je vois l'excès inverse, avec une liste, à la Prévert de tout ce que la personne va devoir faire, de toutes ses tâches. Hem et donc ça nous donne quelque chose qui est plutôt, un copier-coller de la fiche de poste. Or, une annonce, c'est pas une fiche de poste. On se retrouve avec des choses, des mentions qui sont inutiles. Par exemple, mettre un tiret en disant dans vos missions, vous allez devoir faire du reporting à votre hiérarchie. Bah ouais, mais en fait, aujourd'hui, c'est induit, quoi, dans un poste. Donc on n'a pas besoin de détailler jusqu'à ce niveau-là. Je pense vraiment, en tout cas moi, quand je rédige une annonce pour un client, je me pose toujours la question de cette phrase-là, est-ce qu'elle a une plus-value pour attirer mon candidat et lui donner une meilleure, vision de ce qu'est le poste, de ce qu'il va trouver? Est-ce que vraiment ça a une plus-value? Si ça n'en a pas, j'enlève et je synthétise. Donc ça, c'est pour la partie mission. Et enfin, on a la partie profil qui est, évidemment très importante puisque, c'est là qu'on va expliquer qui est le candidat que l'on recherche. Alors juste un point, de vigilance sur ce sujet-là. Heu, parfois, je vois des entreprises qui ont énormément de critères, quoi. Et c'est vrai que lorsqu'on se pose la question lorsqu'on leur pose la question, ben, on se rend compte que tous ces critères-là n'étaient pas du tout indispensables. Par exemple, je cherche, quelqu'un qui a absolument bac+5, 15 ans d'expérience
sur le même poste, dans le même type de structure, dans le même environnement, qui parlent couramment anglais, ça c'est impératif. S'ils pouvaient parler une deuxième langue, ce serait top. Et s'ils pouvaient faire ci, ça et ça serait encore mieux. Et puis voilà. Et là, on se retrouve avec en fait des profils impossibles à trouver, quoi. J'ai eu le cas récemment. J'ai eu le cas récemment d'une entreprise qui m'appelle et qui me dit voilà, ça fait 9 mois que je cherche. J'ai posté déjà 2 annonces et j'ai pas de candidat. Donc, bah, j'aimerais bien que vous m'accompagniez dans ce recrutement, quoi. Bon, je lui dis OK, donc je récupère l'annonce. Et l'annonce, en fait, était exactement celle que je viens de vous citer. C'est cet exemple-là que j'avais en tête. Et en fait, quand j'ai démarré la mission, quand je démarre une mission, j'ai toujours une fiche de mission. Et sur cette fiche de mission, j'ai une partie sur le profil candidat recherché. Et dans le profil candidat recherché, j'ai les points indispensables à trouver chez la personne. Ça veut dire que si cette personne-là ne répond pas à ces critères, alors j'y vais pas. Par exemple, le niveau d'anglais. Si la personne doit impérativement être bilingue anglais, bilingue, alors je le marque. 9 fois sur 10, en fait, il n'y a pas besoin que la personne soit bilingue anglais. Sauf que l'entreprise l'a rédigé de cette façon-là. Et donc, toutes les personnes qui ne sont pas bilingues anglais, bah, elles ne viennent pas. Et en l'occurrence, dans le cas présent, dans l'exemple que j'ai en tête, ils avaient indiqué que l'anglais était indispensable et qu'une deuxième langue était souhaitée. Mais quand j'ai creusé lors de mon briefing mission, euh, bah, non seulement il n'y avait pas besoin de deuxième langue, mais en réalité, au quotidien, il n'y avait pas besoin de l'anglais. Donc ça ne sert à rien de le mettre en critère discriminant s'il n'y a pas un réel besoin, quoi. Donc, j'ai toujours cette obsession, en tant que recruteur, de me dire qu'est-ce qui est indispensable, que je vais vérifier tout de suite lors des 15 premières minutes d'entretien. Et si la personne n'y répond pas, l'entretien va s'arrêter là. Parce que de toute façon, elle n'est pas éligible. Donc, qu'est-ce qui est indispensable et qu'est-ce qui est plutôt souhaité? Je vous invite vraiment à vous poser cette question-là lorsque vous allez être sur la partie profil candidat. Oui, Allez, il y a quelques questions. ça marche. Donc Aurélie nous demande si on a des exemples concrets d'une annonce à montrer. Et je vais vous montrer, mais on ne va pas rentrer dans le détail du texte de l'annonce, mais effectivement, je vais vous montrer une annonce qu'on avait fait avec Utopia. Ah bah, elle est juste là, voilà. Merci, c'est magnifique, l'enchaînement est parfait. Donc je reviendrai après, je ferai des allers-retours sur la présentation, mais du coup, je vais aller là-dessus. Utopia, on a mis en place cette annonce-là pour eux, sur Job Tourism pour le coup. Donc voilà, c'est en 2 slides parce que j'avais pas la place, elle est un peu longue. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a vous voyez ma souris là ou pas quand je la bouge? Oui, OK. ça va. On voit qu'il y a la présentation de l'entreprise, voilà, où ils expliquent bien qui ils sont, combien il y a de collaborateurs, permanents, combien il y a d'équipiers, saisonniers, voilà. Bref, ils expliquent qui ils sont. Derrière, ils expliquent quelle est leur culture d'entreprise. Voilà. Confiance, imagination, autonomie, courage, solidarité et simplicité, voilà ce que doit avoir un utopien et ce à venir. Chez Utopia, la valeur n'attend pas le nombre des années, prise d'initiative, goût de l'aventure, engagement. Voilà. Pour devenir utopien, une période d'intégration-formation vous permettra de découvrir la diversité de nos métiers, etc., etc. Voilà un exemple de corporate qui est bien fait, quoi. On explique qui on est et quelle est notre culture d'entreprise. Et ensuite, on explique ici quelles sont les missions, quel est le profil recherché. Et en plus de cela, alors c'est pas le cas sur tous les job boards. Un job board, c'est un site d'emploi, hein. C'est pas le cas sur tous les job boards, mais en tout cas, nous, sur Job Tourisme, on a fait ce choix-là d'intégrer des avis, des témoignages et avis de collaborateurs. C'est un point qui se développe beaucoup parce que, bah, comme vous le savez, hein, maintenant, voilà, il y a ce que l'entreprise raconte, il y a ce que la marque raconte, puis il y a ce que les gens vivent en vrai, quoi. Dans leur expérience candidat, dans leur expérience collaborateur ou dans leur expérience utilisateur. On le voit bien sur des sites comme Amazon, la première des choses qu'on fait en tant qu'utilisateur, c'est pas de lire le descriptif de la marque, c'est de scroller directement aux avis candidats, puis s'il y a 5 étoiles partout, on achète, quoi. Enfin, ça, c'est le comportement d'achat classique. Et donc,
nous, on s'est dit, on va le dupliquer au secteur de l'emploi et donc on va permettre aux entreprises de mettre des témoignages. Et ce n'est pas forcément des témoignages de collaborateurs, ça peut être le témoignage de vous-même en tant que responsable ou en tant que responsable RH. Moi, j'aime beaucoup quand j'ai une entreprise qui est sur Job Tourisme, qui rédige une belle annonce et pour laquelle, à la fin, on a le DG ou le responsable de service qui met le message en disant, bah voilà, je suis responsable du service, voilà ce que j'attends, j'espère vous voir prochainement, à bientôt. Ça apporte une notion de proximité incomparable auquel les candidats sont très, très sensibles, quoi. Donc ça, c'est une annonce type, c'est le bon modèle, on va dire, quoi, que je vous ai montré ici. En plus, ils ont fait le job en mettant des belles photos, en mettant une vidéo, et cetera. Ah, c'est plutôt ça a rien à voir avec une annonce basique où on met pas de corporate, on met 3 lignes sur l'émission et où on n'a pas d'infos, quoi. Voilà, ça c'est un exemple d'annonce qu'on peut trouver chez nous. Heu, alors je sais pas si je l'explique maintenant ou pas, non, je l'expliquerai après. En fait, ça là, ce type d'annonce, je vous pourrez y avoir accès, en fait, gratuitement si on met en place un partenariat avec votre territoire. Je vous expliquerai après, juste après, comment ça se passe. Mais Alors, je suis pas là pour vous vendre quelque chose en plus, donc voilà, mais c'est juste pour vous préciser que je suis pas en train de vous faire un teasing en vous disant: «Eh, vous avez vu ce que fait Utopia? Bah, maintenant, il va falloir me filer 5 000 balles et puis, vous ferez la même chose». Non, non, c'est pas ça marche pas comme ça. C'est pas du tout notre modèle. alors il y a d'autres questions, mais peut-être Ouais, qu'elles seront pour plus tard, sur ouais. le choix des plateformes. Et alors c'est Didier Ah ouais. qui se demande par rapport en particulier aux candidats qui seraient prêts à aller, à l'autre bout du monde, enfin au milieu de nulle part, je ne sais pas comment le dire. Et puis aussi sur alors là, Nathalie nous demande, petit village de l'Hérault, emploi c'est difficile à faire venir, mais à garder aussi, les candidats. Alors là, après, on risque de déborder sur un autre sujet, mais c'est peut-être une question, en tout cas, intéressante qu'on va garder pour plus tard quand on va reparler de la localisation ou en tout cas Ouais, du choix des plateformes. c'est extrêmement, c'est vraiment très ce que vous venez de dire, c'est Nathalie, je crois, Ouais. est très, très juste. Faire venir, c'est déjà un sujet, garder, c'en est un autre et quand on parle de marque employeur, le travail autour de la marque employeur doit permettre cela, en fait. Il permet à la fois de faire venir, d'attirer et ensuite de fidéliser. D'où l'importance de travailler sa marque employeur un peu en profondeur. Ce sont les 2 grandes vertus de la marque employeur, en fait. Je ne crois pas l'avoir détaillé en ces termes dans cette présentation-là, mais quand je fais une conférence spécifique sur la marque employeur, c'est exactement ça que je dis. Voilà. Et Heu et après concernant la publication des offres, j'ai une slide justement dédiée à ça juste après. Heu, d'accord. je peux poursuivre du coup Oui, ou oui, oui, ouais, j'étais en train de dire une dernière question du ouais. coup qui arrive, mais je la garde pour après. On y répondra tout à l'heure, Hugo. OK, ça marche. Hem, donc là, on était sur la construction d'une annonce au minimum, elle a 3 parties. Corporate, mission, profil. N'oubliez pas cela. Sérieusement, si vous oubliez l'une de ces 3 parties, il y a une erreur qui est faite dans la construction de l'offre. C'est clair, on ne répondra pas à des aspects clés qui sont importants pour le candidat. Ensuite, et ben, voilà, il y a une quatrième partie qu'on peut ajouter, c'est la partie, que j'ai mis bonus, c'est, quels sont les process RH. Les candidats aiment bien savoir, en fait, quelles sont les étapes du recrutement, qui ils vont rencontrer et cetera. Ça me semble intéressant de l'ajouter. Les avantages en tout genre, si vous en avez dans votre boîte, bah, communiquer, ça fait partie des éléments qui font que, bah, à un moment donné, le candidat va venir chez vous plutôt que chez un confrère. Et puis les témoignages, bah, voilà, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure en donnant l'exemple de Job Tourisme. Hem, c'est c'est un point qui a de plus en plus de poids, cette notion de témoignage. Voilà. La marque employeur, ben, ça, je pourrais faire une conférence complète de 8 heures dessus. Donc, on va faire extrêmement light, parce que sinon ça va embêter tout le monde. Mais, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, c'est vraiment, ce qui vous caractérise et ce qui vous différencie. Vous êtes différent, vous êtes fier de votre boîte, dites-le, expliquez-le. Expliquez quel est votre ADN,
Quelles sont vos valeurs? À quoi vous croyez? Qu'est-ce qui vous caractérise? Qui vous êtes? Hem, on appelle ça l'identité employeur. C'est un point essentiel à aborder dans votre partie corporate, d'accord? Puisque là, on est dans la partie construction de l'offre. Mais c'est quelque chose qui va déborder aussi sur les entretiens, quoi, que vous allez pouvoir décliner lors des entretiens, pour vendre votre boîte, pour vendre le projet d'une collaboration, avec vous. L'identité employeur et puis les pratiques employeurs. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les candidats, ils sont sensibles. Expliquer quels sont les process RH, chez vous, en termes de recrutement, d'intégration, de formation, de rémunération. Ça fait partie, moi également, tout à l'heure, je vous disais que quand je préparais une mission d'accompagnement, hem, voilà, quand j'ai un client qui vient me voir en me disant: «Benoît, est-ce que tu peux m'aider, sur mon recrutement?» J'ai ma fiche de mission et les pratiques employeurs, c'est l'un des aspects que j'aborde systématiquement. C'est-à-dire, OK, une fois que la personne est rentrée, comment est-ce que tu vas l'intégrer? Comment est-ce que tu vas la former? Est-ce qu'il y a une période de formation? Oui, oui, il y a une période de formation. Vas-y, explique-moi, qu'est-ce que c'est cette période de formation? Qui la personne va voir? Combien de temps ça prend? D'accord. La rémunération, comment ça se passe? Fixe, variable? J'ai besoin de tout savoir. Heu et c'est des éléments que je vais communiquer aux candidats, qui vont être, à même de le rassurer. Faut dire: «Voilà, si tu viens chez moi, je te recrute, mais ensuite je t'intègre bien. Je vais t'intégrer, je vais te former, et je t'explique comment ça va se passer». Parce que c'est un sujet anxiogène. Les gens arrivent dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, ils ont besoin d'être rassurés et si on les rassure et qu'on leur explique comment ça va se passer, on a toutes les chances qu'ils y réagissent bien et que face à une boîte qui sera très, comment dire? Abstraite et floue sur ce sujet et ben, vous allez marquer des points. Donc ayez-le en tête, expliquez-le au candidat. Le candidat, il a besoin d'être rassuré, sur ce qu'il va trouver chez vous, compris en termes d'organisation. Comment est structurée l'équipe, comment ça marche, les plannings et cetera. Les pratiques employeurs. Lorsqu'on se parle de marque employeur, on se parle de promesse employeur. Ça, je vous livre ici, les 6 points que j'aborde lorsque j'accompagne une entreprise sur sa marque employeur. Les 6 premiers points que j'aborde avec elle, quoi. Hem, L'idée, c'est que vous soyez au clair avec ces sujets-là, pour que vous puissiez mieux construire vous-même votre promesse employeur, que vous allez décliner à la fois dans l'offre sur certains aspects, dans vos entretiens sur d'autres aspects et ensuite dans votre relation à votre collaborateur, pour le fidéliser, pour répondre à la question de tout à l'heure. D'abord, la première question, c'est quelle est la raison d'être de votre entreprise? Qu'est-ce que vous faites? À quoi est-ce que ça sert? Et quelles sont vos valeurs? En quoi est-ce que vous croyez? Le candidat est sensible à ça. Il a besoin que vous lui disiez et parce qu'il a besoin de se dire: «J'ai les mêmes valeurs donc ça va bien le faire entre cette entreprise et moi. On est compatibles». Quelle est la raison d'être de votre entreprise? Ensuite, en tant qu'employeur, de quoi êtes-vous le plus fier? Quels sont vos principaux atouts RH? Le candidat, pareil, il se pose ces questions-là et potentiellement, il va vous poser ces questions-là. Il y a rien de pire que de ne pas savoir répondre à ça. Donc de quoi est-ce que vous êtes fier et qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous souhaitez 3e point, que souhaitez-vous développer à moyen terme pour accroître votre, attractivité sur un plan, humain? Est-ce qu'il y a des aspects que vous avez envie de mettre en place? À vous de vous poser cette question. Quels sont vos axes différenciants? Pourrez-vous tenir vos promesses sur la durée et pourrez-vous les justifier? Extrêmement important. Je vois parfois des entreprises qui font des tas de promesses, mais qui sont absolument incapables de les tenir sur la durée. Résultat, elles sont déceptives et elles s'étonnent que les gens s'en aillent. Non, heu, c'est des choses qui se construisent. Et enfin, est-ce que vous pourriez, heu, résumer en une phrase, en 2 phrases, quelle est votre promesse employeur? Qu'est-ce que vous allez promettre à vos salariés et à vos candidats?
posez-vous ces questions-là, travaillez un peu sur ces sujets-là, et vous verrez que en termes d'impact sur qui vous êtes et comment vous le vendez et comment vous vous présentez aux candidats, ça sera sans commune mesure quoi, par rapport à avant. C'est vraiment des points essentiels. Parce qu'une fois encore, le candidat aujourd'hui, il n'est pas en position basse, quoi. Le candidat, il est au même niveau que vous et vous le cherchez désespérément, autant que lui cherche désespérément le job de ses rêves, en fait, hein. Vous, vous cherchez le candidat de vos rêves, mais lui, il cherche le poste de ses rêves. On est sur la même problématique, mais croisée. Et voilà, lui, il cherche à se vendre, mais vous aussi, vous cherchez à vous vendre. Et là, on est vraiment sur des questions un peu de fond quand même. Sur ces 6 questions-là, posez-vous ces questions-là. Oui. Et là, on a 2 questions qui se rejoignent un petit peu dans le Mmh. fil de discussion sur justement cette difficulté, Mmh. avec des 2 employeurs qui ont eu à subir un désistement de dernière minute. Alors soit le candidat donnait plus signe de vie, Ouais, il n'a pas pu être recruté, soit il a été recruté, mais il est parti tout de suite au démarrage, ou il n'a pas fait la saison. ouais. Et comment limiter ce risque? Ouais, c'est vrai que c'est un grand classique, hein, aujourd'hui, à tout niveau de poste, je le vois. Hem, mais je pense vraiment qu'il y a, le 1er aspect et c'est pour ça que moi, là, c'est vraiment à titre purement personnel. Je borde énormément en amont et dès les premiers échanges, les critères objectifs de réalisation, enfin de collaboration, quoi. Et la faisabilité réelle du projet. Est-ce que tout est aligné, en fait? Sur le plan rémunération, sur le plan de l'organisation personnelle, sur le plan, de l'appétence pour, le poste, heu, pour l'entreprise, l'adéquation entre les valeurs de l'un et de l'autre. C'est quelque chose que je borde énormément. Alors là, en fait, on va l'aborder un tout petit peu après, dans le cadre de l'entretien. Heu, Parce qu'en fait, de quoi on se parle? On se parle de la motivation profonde de la personne à venir et à rester. Et au fond, c'est le critère principal que moi je regarde lorsque je conduis mes entretiens. En l'occurrence, il y a 2 choses que je regarde, c'est quels sont les besoins de la personne, les besoins psychologiques de la personne, sans lesquels de toute façon elle ne restera pas, et 2, quelles sont ses motivations profondes à venir. Tant que j'ai pas de réponse claire sur ces 2 aspects-là, pour ma part, je n'avance pas avec un candidat. De fait, je réduis très sensiblement la probabilité que la personne, se désiste alors qu'elle a été prise, ou alors qu'elle s'en aille alors qu'elle vient d'arriver, quoi. Mais c'est vrai qu'on doit s'intéresser à la motivation profonde des gens. Alors je vais juste faire un bond en avant du coup, heu, non, je vais terminer sur cette partie annonce et ensuite, on se parlera de l'entretien parce que sinon ça sera je vais partir dans tous les sens et on n'y comprendra plus rien. Juste, vous dire, gardons en tête cette notion de motivation et de besoin et j'y reviendrai dans 3 slides. OK? L'importance du plan média. Tout à l'heure, il y a une question qui a été posée un peu autour de ça. Hem, j'ai souvent des exemples de gens, d'entreprises qui viennent me voir en me disant: «Bon voilà, on a essayé de recruter par nous-mêmes, on n'y arrive pas, on n'a pas de candidat. Est-ce que vous pouvez nous aider?» Donc, pas de problème, on les accompagne. Et souvent, quand on regarde un petit peu les plans médias qui ont été enfin, les publications d'offres, on se rend compte que c'était très light. C'est-à-dire que ça a été publié globalement sur, le site, de l'entreprise, sur le site, du groupement, auquel elle appartient, éventuellement sur, Pôle emploi, puis peut-être sur la mairie quoi, sur le site de la mairie, site emploi de la mairie. Souvent, c'est ça et puis on s'en tient là. En fait, c'est quand même assez insuffisant parce que, on doit aller capter l'attention des candidats que l'on cherche et donc il y a un véritable plan média à mettre en place, qui permettent, de toucher un maximum de candidats. Moi, en moyenne, quand je publie une offre, c'est entre 7 et 9 sites différents qui sont ciblés, plus nos réseaux sociaux. En l'occurrence ici, c'est un recrutement, bah, d'ailleurs que j'ai finalisé hier après-midi, donc je suis très content. Mais j'avais mis cet exemple-là avant. Donc c'est pour un directeur d'office à Pralou, station de ski, dans le 05 et bah, en fait, on a publié sur 8 job boards. Certains étaient des job boards, spécialisés,
dans le tourisme ou dans la montagne. Certains étaient généralistes, certains étaient plus sur une population de cadres, parce que là, on cherchait clairement un cadre. Et on a assorti cela de plusieurs publications sur LinkedIn, qui est un réseau incontournable aujourd'hui quand on veut recruter, sur certains types de postes, sur Facebook et sur d'autres réseaux. Bref, on a une vraie, en fait, on a une vraie belle visibilité avec un plan média comme celui-ci. C'est un petit budget, pas énorme, mais c'est un budget quand même. En l'occurrence, là, on est sur un budget à 1 500 €. J'ai parfois des gens qui me disent: «Ah bah non, du coup, on va pas faire». Bon, bah, je prends pas la mission dans ce cas. Parce que si je peux pas publier l'offre, alors, bah, personne la verra et donc, je m'en remets à la chance de tomber sur un candidat qui va l'avoir sur un média gratuit. Ça fonctionne pas. Il faut savoir ce qu'on veut et je dis toujours à mes clients, si ce recrutement est important pour vous, bah, donnez-vous les moyens, quoi. Il y a un petit budget à mettre, ça peut être 500 €, ça peut être 800, 1 000, 2 000, c'est jamais plus, mais il va falloir, le faire. Faute de quoi, on a personne. Peut-être préciser pour Aurélie, qu'est-ce que c'est un site web GPS? Ah oui, le site web GPS, pardon, c'est notre oui, parce que nous, voilà, on s'appelle GPS Interface. Donc le site web GPS, c'est le site web de GPS Interface qui est connu, quoi, dans son domaine d'activité et donc les candidats, passent spontanément, et naturellement sur notre site, quoi. Donc heu, donc je l'intègre au plan média. Voilà. Je vais passer rapidement là-dessus. Vous l'aurez dans la présentation, c'est les mentions obligatoires que l'on doit trouver dans une offre d'emploi. Je ne vais pas les détailler, je vais juste vous les dire, parce que ça j'ai pas de plus-value là-dessus. La date de publication de l'offre, le nom de l'entreprise, l'intitulé du poste et sa description, localisation du poste, expérience requise, type de contrat, diplôme et adresse de contact ou formulaire permettant de postuler. Ça, c'est les éléments que vous devez impérativement intégrer dans vos offres, impérativement. Vous notez que la notion de rémunération n'est pas dedans. Ça viendra peut-être. Il semble que pour 2026, la rémunération sera obligatoire dans les offres, mais aujourd'hui, ça ne l'est pas. C'est très fortement recommandé, certes, mais ce n'est pas obligatoire légalement. Et puis, je l'ai mentionné parce que parfois j'ai d'énormes surprises là-dessus. Il y a un principe de non-discrimination. Donc, j'ai déjà vu des offres où on disait qu'on cherchait une jeune femme de 22 à 28 ans qui fasse ci et là. Non, ça marche pas. C'est totalement et absolument interdit. Donc, principe de non-discrimination. Je passe sur ces éléments-là que en fait, j'esquisse déjà depuis tout à l'heure sur qui est Job Tourisme, qui permet de, voilà, de vous aider à publier de belles offres et à attirer les candidats. Parce qu'en fait, vous allez parler à une communauté de candidats qui a l'habitude de venir chez nous et qui est intéressée par vos offres. On met en place des temps forts pendant l'année, où, par exemple, là, c'était un temps fort hiver, où voilà, on avait indiqué aux candidats, euh, si vous cherchez un poste pour cet hiver, bah, c'est sur Job Tourism que ça se passe, parce qu'en fait, il y a plein d'employeurs qui sont chez nous. Et pourquoi je vous ai mis ça ici? Parce que je m'étais dit, on n'en a pas parlé plus avec le CRT, mais je m'étais dit que peut-être s'il y avait un peu massivement des entreprises de votre secteur Occitanie qui avaient envie de travailler avec nous, on pouvait mettre en place des actions comme celle-ci dédiées à vous, en fait, pour dire, tiens, vous avez envie d'aller travailler dans ce secteur-là, et ben, sachez qu'il y a plein de belles boîtes qui recrutent en Occitanie, il y a plein de beaux postes, il y a plein de belles entreprises, et faire un focus sur vous, en fait. Ça, on est capable de le faire. Donc, c'est à discuter. Ça peut se faire. Et ce que je voulais vous passer comme message et que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que là, vous voyez, typiquement, on est sur une extraction de quand on arrive sur Job Tourisme, en fait, on arrive sur un listing d'offres, comme sur tous les sites. Et donc là, vous voyez, cette offre-là, c'est une offre basique qui a été publiée. Mais juste au-dessus, on a une offre qui a été publiée par l'Office de tourisme de La Plagne. La Plagne, qui est partenaire de Job Tourisme et donc qui a sa destination, son territoire présenté sur Job Tourisme. Et du coup, bah, les socioprofessionnels de La Plagne ont leur logo sur notre plateforme. Chaque offre de chaque socioprofessionnel est présentée de cette façon-là.
dans le listing des offres, vous voyez, il y a une grosse différence entre les deux. Il y en a une qui est très visible, l'autre beaucoup moins. Et ben, voilà, là, le candidat qui voit cette offre-là, il peut se dire, tiens, et au fait, la Plagne, j'aimerais, l'offre m'intéresse, mais au fait, est-ce que je m'y vois y vivre? Et ben, la personne peut cliquer sur découvrir la destination et crac, elle va arriver sur une page où on va lui expliquer ce que c'est que vivre sur place. Alors là, j'ai pas pris la Plagne volontairement, j'ai pris Méribel pour vous montrer une autre destination avec laquelle on bosse et qui se met en avant pour dire voilà qui on est, voilà combien il y a d'habitants, voilà quels sont les commerces sur place, quelles sont les activités que vous pouvez faire si vous venez habiter chez nous, quelles sont les news de la destination, etc. Ça a un autre impact. Je veux dire, le candidat, il se projette beaucoup mieux, il comprend où il va habiter. En plus, il a accès à une super belle offre qui est bien détaillée comme celle de Utopia tout à l'heure. Enfin, toutes les conditions sont réunies pour qu'il ait envie de venir, quoi. Et ça, donc, ce sujet du territoire, comme je le disais tout à l'heure, on va lancer des communications avec vos offices de tourisme et vos communes pour leur proposer de venir communiquer sur Job Tourisme pour mettre en avant leur territoire et vous soutenir, vous, professionnels, pour mieux attirer les candidats. Donc ça, dans les semaines qui viennent, on va leur adresser ces communications-là. Et s'ils ont envie, eh ben, ils pourront venir à nous. La cerise sur le gâteau, je vous le dis, c'est que quand ils auront fait ça, pour vous, en fait, ça vous ouvrira un accès gratuit à tout Job Tourisme. Parce qu'en fait, on a envie de travailler les territoires. On a envie de faire en sorte qu'il y ait 50 boîtes sur un même territoire et que le candidat il puisse se dire, OK, là, il y a un beau territoire qui m'a été bien présenté, il y a 50 belles entreprises qui sont bien présentées, qui ont des belles offres, bah, ça me donne envie d'y aller. Voilà. C'est ça notre modèle. Et pour info, le comité régional du tourisme va être partenaire de cette démarche sur l'Occitanie en Voilà. faisant le relais avec les offices du tourisme. Une petite question de Magali, est-ce que sur Job Tourisme, on peut également poster des offres de stage et alternance? Tout à fait, et c'est recommandé. On a une belle communauté de jeunes, on est en contact avec les écoles. D'ailleurs, mais ça ne vous concerne pas directement, mais je le mentionne pour que vous compreniez la dynamique dans laquelle on est. On est en train de développer un module sur Job Tourisme qui va mettre en avant les écoles, les formations dans le tourisme, les métiers du tourisme. Et on sait que quand on poste des stages ou des alternances, on a une bonne audience en fait. Et ce qu'on fait en général, enfin ce qu'on fait souvent, c'est qu'on relaye ces offres-là sur nos réseaux, sur LinkedIn et Facebook. Et les offres de stage et d'alternance font partie des postes qui ont les plus beaux taux de clics. Donc vous pouvez tout à fait. Je passe au deuxième point dis donc j'ai pris du retard là, sur la partie entretien de recrutement. Je vais faire synthétique, mais je vais aborder les points essentiels. Heu, le recrutement, moi, je suis souvent sollicité par des professionnels qui trouvent que c'est un casse-tête, d'où l'image là que j'ai mis ici, c'est un petit casse-tête. C'est un casse-tête d'aborder un entretien de recrutement parce que voilà, on ne sait pas trop comment faire, on est aussi stressé que le candidat, on ne sait pas quelles questions poser, on ne sait pas du tout d'ailleurs quoi regarder pour se dire: «Tiens, c'est le bon candidat ou c'est pas le bon candidat». J'ai parfois des gens qui me disent: «Moi, en fait, tous les candidats, je les trouve bons, du coup, à la fin, je ne sais pas qui choisir». Et et donc bah, l'idée de cette partie-là, c'est de vous expliquer comment moi j'aborde un entretien, quels sont les points clés à ne pas oublier, d'après moi. Ça ne veut pas dire que j'ai la vérité absolue, mais en tout cas d'après ma pratique, comment est-ce que j'aborde un entretien? Heu, je passe, sinon on n'y arrive pas. Hem, la première question celle qui m'obsède lorsque je vois un candidat, c'est: «Pourquoi?» C'est pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es là, toi, candidat? Et en fait, il y a 4 aspects que j'aborde. Pourquoi est-ce que tu viens? Pourquoi est-ce que le tourisme t'intéresse? Pourquoi est-ce que cette entreprise t'intéresse? Pourquoi est-ce que ce job t'intéresse particulièrement? Pourquoi, en fait, c'est toi qui es la bonne personne pour ce poste-là? Tout ce que j'aborde pendant l'entretien doit répondre à ces questions-là, parce que ça répond à la question de la motivation profonde de la personne. Je le disais tout à l'heure, hem,
un entretien, pour ce qui me concerne, c'est on se dit plein de choses en entretien avec le candidat, mais vraiment, il y a 2 points qui sont absolument incontournables. Vraiment, je le dis, c'est incontournable. C'est quelle est la motivation de la personne à venir, déclinée sous ces 4 points que je viens d'évoquer, et quels sont ses besoins. Quels sont ses besoins psychologiques? De quoi est-ce qu'elle a besoin pour s'épanouir, en fait, dans ce job-là? Avec moi, dans ma boîte, et dans l'absolu, dans la vie. Si je ne réponds pas à ces questions, je passe à côté de mon sujet. Je vais vous donner un exemple qui date d'il y a 6 mois à peu près. Parce qu'il me vient là à l'instant. Je n'avais pas prévu de vous parler de ça, mais là, ça me vient. Et ça illustre bien cela. J'ai une présidente d'office de tourisme qui m'appelle en me disant, voilà, j'ai un problème. J'ai recruté ma directrice et en fait, elle est partie au bout de 5 semaines. Elle a démissionné. Au bout de 5 semaines, elle est partie. C'est un peu le cas de figure qui a été évoqué tout à l'heure. Du coup, je pense que je me suis complètement raté dans mon entretien, puisque voilà, je ne sais pas faire et je n'ai pas dû détecter ce qu'il fallait. Donc, j'aimerais vous confier la mission. OK, donc on réfléchit ensemble à briefing mission, hein, de quoi elle a besoin, etc., etc. Et puis, elle me rappelle 15 jours plus tard en me disant, stop, on ne lance pas la mission. On a rencontré quelqu'un qui a fait l'unanimité auprès de nos élus et de moi-même. Et donc, on ne va pas lancer le recrutement. Je dis, si je puis me permettre, ce que je vous propose, c'est que je prenne cette personne en évaluation pour vous dire quelle est sa motivation profonde et quels sont ses besoins. Et donc, cette personne, je la prends en éval et je dis à ma cliente, vous ne devez pas y aller avec elle. Il ne faut pas y aller parce que y a beaucoup trop de zones d'ombre avec cette personne-là. Je comprends que vous ayez eu un coup de cœur parce qu'elle est top. En valeur absolue, elle est top. Mais la question, ce n'est pas en valeur absolue, c'est en valeur relative, c'est-à-dire par rapport à votre poste et votre contexte. Est-ce qu'elle correspond? La réponse est non. Et j'explique pourquoi. Parce qu'en fait, elle a des besoins qui ne seront absolument pas remplis, comblés dans ce poste-là, avec vous, sur votre destination. Ça ne fonctionnera pas, je vous le dis tout de suite. Elle dit, ouais, mais là, en fait, on a eu un coup de cœur, donc on y va quand même. Je dis, OK, pas de problème, mais je vous l'aurais dit. Elle m'appelle 2 mois plus tard en me disant, bon, on vient de se séparer de la personne, parce qu'en effet, elle était incontrôlable et en fait, ce que vous aviez marqué, c'était juste. Bah, je dis, je comprends que vous y soyez allé, franchement, elle est super, quoi. Mais il y a une question sa motivation profonde à prendre le poste et ses besoins psychologiques n'étaient pas en adéquation avec ce que vous aviez à lui proposer, quoi. Donc il fallait pas y aller. Voilà. Ça, c'est un exemple. J'en ai d'autres des exemples, mais celui-ci, c'est un des exemples récents qui m'a quand même pas mal marqué, quoi. Donc, intéressez-vous à ces sujets-là. De façon plus large, là, je vous donne ma méthode, ici sur ce slide-là, mon déroulé d'entretien. Ce déroulé-là, chez moi, il prend 1 heure. Donc, c'est une introduction, tour de table, on se présente. C'est toujours mieux, surtout si vous êtes plusieurs recruteurs. Et ensuite, la personne, on lui tend le micro. On lui tend le micro, on est en écoute active. Je vois beaucoup de recruteurs qui prennent la parole et probablement qui sont stressés ou qu'ils ont envie de bien faire. Et ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Et puis, en fait, de temps en temps, ils s'arrêtent en disant au candidat, vous êtes d'accord, ça vous correspond, vous êtes comme ça? Oui, oui. Le candidat, il dit oui, bien sûr, il n'est pas bête, il veut le poste. Donc, évidemment, il va dans ce sens-là. Et à la fin, la personne, le recruteur, il dit, ah, le candidat, stop, hein, il correspond vraiment. Bah oui, forcément qu'il correspond. Tu n'as fait que parler, donc tu lui as demandé s'il était d'accord. Donc, il t'a dit oui, puisqu'il est intelligent. Mais ça ne donne pas plus de billes sur est-ce que c'est le bon candidat, quoi. Donc, on tend le micro, on se tait et on rebondit quand il y a à rebondir. Présentation du parcours. Certes, vous avez un CV sous les yeux, mais c'est nettement plus intéressant d'entendre la personne parler de son parcours et de voir où elle met l'accent. Donc, laissez-la présenter son parcours. Et ensuite, allez la chercher sur la question de sa motivation, de façon très simple. Parlez-moi de votre motivation.
Dites-moi pourquoi on est là. Et vous verrez où la personne vous emmène. Est-ce qu'elle aborde ces sujets-là? Pourquoi le tourisme? Pourquoi votre entreprise? Pourquoi ce job? Et si elle ne l'aborde pas, abordez-le. Mais d'abord, posez des questions ouvertes. Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi est-ce qu'on se voit aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous avez envie d'être avec nous? Ensuite, les atouts pour le job en question. Qu'est-ce qu'elle met en avant? Vous allez voir si la personne se connaît bien. Et puis, qu'est-ce qu'elle a envie de mettre en exergue dans son profil? Ça, pour moi, c'est les 3 questions d'introduction. Je les gère toujours comme ça, moi. C'est mon introduction. En clair, je dis à la personne en début d'entretien, je vous donne la parole, je me tais et je vous écoute sur 3 points. Votre parcours, vos motivations et vos atouts. Boum. Et c'est elle qui déroule. Et je rebondis. Et derrière, j'ai quelques questions complémentaires qui sont: comment la personne se représente ce poste? Qu'est-ce qu'elle a compris du poste et de ses enjeux? Parfois, on a de grosses surprises, quoi. Donc c'est important d'avoir cette réponse-là. Est-ce que la personne a compris ce que c'était que ce poste, en fait, quoi? Et enfin, là, on arrive vraiment sur des points essentiels. Environnement de travail et de management préférentiel. Si on a une personne qui a besoin, d'une grande autonomie, par exemple, heu et que vous savez que dans votre mode de management, vous êtes quelqu'un qui est très cadrant, bah, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, voilà, c'est un mode de fonctionnement. Warning, ne vous trompez pas là-dessus. Par exemple, c'est un exemple. Donc environnement de travail et de management préférentiel. Critères incontournables à valider pour le poste. Si la personne doit parler anglais, elle doit parler anglais, point barre. On le valide à ce moment-là. Si on ne peut pas mettre une croix dans cette case-là, la personne ne sera pas prise, quoi. Critères incontournables à valider. Pas tous les critères, pas les choses qu'on aimerait trouver dans le profil. On n'est pas obligé de l'aborder à ce moment-là. Les critères incontournables. Et ensuite, les critères objectifs, c'est-à-dire disponibilité. Par exemple, vous avez besoin de quelqu'un absolument dans les 2 mois. Si la personne n'est disponible que dans 8 mois, ça ne sert à rien d'avancer, quoi. Ou alors, c'est un autre projet. Mais il y a un sujet autour de ça. La rémunération. Si vous avez 30 KE sur ce poste et que la personne vous en demande 50, bah, ça sera à vous de vous poser la question si vous revoyez le poste à l'aune de ce profil ou pas, mais abordez-le maintenant. Ne vous dites pas: «OK, bon, on verra ça en deuxième entretien». Non, non, vous perdez du temps. Vous faites perdre du temps vous perdez du temps pour vous et la personne perd du temps aussi. Donc critères objectifs de réalisation, enfin de collaboration. Voilà. Pour moi, ça, c'est l'entretien. C'est un entretien qui dure 1 heure. Sachez que dans ma méthodo, après cet entretien-là, je sais si on travaille ensemble, par exemple, je suis capable de vous dire: «Ce candidat-là, les conditions sont réunies pour que je vous le présente et vous allez le rencontrer ou pas. Et si vous le rencontrez et que ça le fait bien entre vous, alors j'ai un deuxième entretien qui est là très costaud, qui qui dure entre 2h30 et 3 heures. Donc là, on est sur un autre niveau. Là, pour moi, c'est un premier niveau qui est plutôt en surface, mais qui donne quand même beaucoup d'informations quand même sur la faisabilité de la collaboration. Pourquoi je dis que j'ai un deuxième entretien qui est beaucoup plus long? C'est que dans un deuxième entretien, je vais m'intéresser à la personnalité du candidat. Et là, je vais m'aider d'outils pour, mieux comprendre qui est la personne et comment elle marche. Je vais pas, tout détailler parce que là, pareil, je pourrais vous faire un gros speech là-dessus. Mais l'idée, c'est que vous compreniez qu'il y a des outils auxquels vous pouvez avoir accès d'une façon ou d'une autre, hem, qui vous permettent de mieux comprendre comment fonctionne la personne, à quoi elle marche, quels sont ses besoins. Hem, Par exemple, si vous cherchez quelqu'un, un animateur, dans votre établissement, dans votre camping, pour cet été, souvent, c'est des gens qui ont un profil de personnalité très, jaune-rouge. Hem, voilà, là, on est sur le questionnaire AEC-DISC, c'est un outil que j'utilise beaucoup, qui met en exergue la personnalité
d'un candidat sous 4 couleurs. En fait, il y a quatre couleurs qui représentent 4 grands types de personnalités. Et, donc, je fais passer ce questionnaire-là à la personne et je vais savoir si la personne est plutôt jaune-rouge ou plutôt bleu-vert. Voilà. Et je vais aller la challenger un petit peu, la chercher sur ces couleurs-là pour avoir une meilleure connaissance de qui elle est, quoi. Ok, elle est très jaune, c'est quelqu'un de très sociable, de très démonstratif, communicatif. Je sais que quelqu'un qui est très jaune a besoin de beaucoup d'interactions. Je sais que quelqu'un qui est très jaune a besoin euh, d'une grande autonomie. C'est-à-dire qu'on peut lui fixer un cadre, mais attention, si le cadre est trop restreint, la personne, elle explose en vol. Donc ça, moi, je vais vous le dire. Si on bosse ensemble là-dessus, je veux dire, attention, Johan, là, votre animateur est très jaune, fixez-lui un cadre, mais laissez-lui prendre des initiatives, puis laissez-le évoluer au sein de ce cadre, sinon vous allez le perdre. Et sinon, vous êtes sûr que dans 3 semaines, lui, il est parti. Voilà. À l'inverse, un tel, il est très bleu. OK, il va lui falloir un cadre très précis, il va falloir que vous lui laissiez le temps de s'organiser, il va vous rendre des dossiers parfaits, très précis, très carrés, et laissez-lui le temps. Voilà, c'est des choses comme ça que je vais vous donner comme information et qui vont aider à choisir le bon candidat. Ça, c'est un outil, il y en a d'autres. Lorsqu'on se parle de manager, par exemple, ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup, le performance, où on met en exergue un petit peu le mode de management de la personne en termes de management d'équipe, d'organisation, de transformation, pour savoir si il communique bien, s'il développe ses collaborateurs, s'il les mobilise, comment il s'y prend. C'est des éléments de compréhension de la personne qui font qu'à un moment donné, on a suffisamment d'informations pour se dire c'est la personne que je cherche ou c'est pas la personne que je cherche. Bon, ça, c'est des outils auxquels vous n'avez pas forcément accès directement. C'est plutôt des cabinets comme nous qui y avons accès. Mais voilà, moi, ce que je voulais surtout mettre en avant pour vous aujourd'hui, c'est vous donner, pourquoi pas, si ça vous va, ce modèle d'entretien qui vous permet de balayer déjà pas mal d'aspects pour avoir une représentation assez juste en fait de qui est la personne. Alors, justement, il y a une question d'Hugo qui se dit, oui, mais moi, j'ai pas les outils qu'il y a dans les cabinets. Comment je fais pour identifier ces facteurs? Ouais. Bah, alors, déjà, la première des choses, le premier point, c'est que si vous suivez ce modèle de déroulé d'entretien, vous allez finalement aborder ces sujets de qui est la personne, de quoi elle a besoin et qu'est-ce qui la motive. Ça sera moins formel, ça sera pas, ouais, ça sera moins précis et moins formel que ces outils-là, que l'utilisation de ces outils. Bah, ces outils-là, effectivement, vous n'y avez pas accès par vous-même. Il faudra passer par quelqu'un d'autre, par un cabinet. Typiquement, moi, j'ai beaucoup de candidats, beaucoup de clients qui gèrent eux-mêmes leur recrutement et qui, à la toute fin, sur le finaliste ou les finalistes, justement, me les envoient en évaluation pour que je les prenne pendant 3 heures en entretien et que je leur fasse passer toute la batterie de tests de personnalité qui donne lieu à une note de synthèse sur qui est la personne et comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc souvent, c'est comme ça que mes clients font. Comme ils n'y ont pas accès, bah, ils font appel à moi là-dessus, quoi, sur cette partie en particulier, pour objectiver un choix à la toute fin. Ok. Et Alors, accessoirement, ça coûte vraiment beaucoup, beaucoup moins cher qu'un recrutement. Un recrutement, c'est cher. Une évaluation, c'est pas trop cher. Voilà. donc, au niveau du timing, là, on est arrivé. On va faire un peu les prolongations parce que le sujet est très intéressant et je crois que Benoît a encore des choses intéressantes à nous dire. Donc, désolé si ça prend un peu plus de temps. Soyez rassurés, si vous devez faire autre chose, il y a le replay qui va être enregistré dans son Mmh. intégralité. Et surtout, continuez à poser vos questions si vous en avez encore. Ouais, à votre disposition, sans problème. Est-ce que ça répond à votre question sur l'utilisation de ces Alors, outils? alors, c'est peut-être Hugo qui va nous le dire dans le fil de discussion. Il y en a d'autres qui sont arrivés entre-temps. Par exemple, combien coûte une évaluation finale? Une évaluation, on est sur 850 € par candidat. Donc, moi, je reçois la personne c'est un entretien de 3 heures. Enfin, 3 heures. Ça peut être 3 heures, ça peut être 4 heures. J'ai déjà fait des entretiens jusqu'à 5 heures sur des gros postes où on allait loin sur qui est la personne, qu'est-ce qui la motive, quels sont ses besoins, à quoi elle marche, etc., etc. Comment elle se projette dans le temps. Mais
c'est très spécifique. Pour des postes classiques, là, par exemple, je l'ai fait, pour 2 postes pour deux personnes qui venaient de passer manager, la semaine dernière. C'est 3 heures d'entretien et c'est, le lendemain, une note de synthèse qui est envoyée au client avec, heu, en fait, avec le mode de fonctionnement de la personne et en synthèse, ses atouts, les points de vigilance, ses besoins, ses motivations et est-ce que le projet est faisable? Est-ce qu'il faut y aller avec elle ou pas, quoi, en gros. Et il reste un point sur le choix des supports. Alors peut-être que là, ça va être abordé juste après. C'est, Didier en particulier qui était, Ouais. qui est dans le sud de la Lozère et qui a des profils, de candidats qui recherchent justement ce type de lieu isolé, des saisonniers itinérants, des gens sensibles à l'environnement et il compte creuser ça. Est-ce qu'il y a des suggestions sur le choix des supports de diffusion. Donc ça peut être qu'à la fin, en tout cas dans la ressource documentaire avec le replay, on va mettre quelques indications là-dessus Mmh. et des conseils sur le contenu. Et s'il faut adapter son annonce en fonction du ciblage de candidats. Ouais. Alors, ça fait 2 questions en une. Donc, la première, non, il n'existe pas de support spécifique pour ce type de profil-là. Donc, moi, je recommande, vraiment d'avoir un plan média, qui prévoit une publication multi-support, donc, sur des sites, qui ont pignon sur rue. Hem, voilà, généralement, moi, je mixe entre les sites, spécialisés, type Job Tourisme, Espace Emploi, et cetera, heu des supports généralistes. Parce que comment dire? Si on est que sur des supports spécialisés, on se coupe de tous les candidats qui n'auraient pas forcément l'idée d'aller dans ce domaine-là, d'activité. Ce qui est, à mon avis, une erreur. Parce qu'il y a beaucoup de compétences transposables, d'un secteur à l'autre et ça peut susciter des vocations, quoi. Donc moi, vraiment, je recommande de taper large. Hem Après, sur la question de adapter son contenu, oui, bah, clairement, c'est un incontournable. Il faut adapter son contenu à le contenu de son message pour s'adapter aux candidats que l'on va souhaiter toucher. Hem, là, enfin, j'ai envie de dire, c'est à vous de faire le job et en même temps, enfin, nous, on peut être le porte-voix de ça. J'aurais aucun problème à travailler avec notre équipe, digitale pour relayer votre message et dire: «Tiens, voilà, il y a tel établissement, dans tel lieu qui recrute, regardez ses atouts, foncez, envoyez votre candidature» et d'envoyer ça à toute notre communauté de candidats. C'est des choses que ça, on peut faire, voilà, qu'on peut faire sans problème. Cécile qui demandait tout à l'heure, il y avait la question sur les tarifs, demande s'il y a des tarifs différents quand c'est pour des postes saisonniers. On parle des prix des cabinets de recrutement et globalement, du coup, est-ce que ça vaut le coup de passer par ce type de procédure quand ça c'est juste pour un saisonnier 2 mois? Alors, il y a des cabinets qui le font. À titre personnel, je ne recrute pas de saisonniers. C'est pas dans notre ADN. Donc, voilà, on recrute pas, en fait, on n'a pas le pool de candidats, saisonniers pour ça. Donc, moi, je ne peux pas vous dire: «Tiens, bah, je vous fais une offre sur mesure sur des saisonniers». Ou alors ça voudrait dire qu'on lance quelque chose de nouveau ensemble et je suis toujours avide de nouveautés, donc, je dis pas non, mais j'ai pas une offre construite aujourd'hui. Est-ce que ça a du sens de passer par un cabinet comme le nôtre? Tout dépend de l'enjeu, que vous avez, quoi, autour de ces postes-là. Je dis que je le fais jamais, en fait, je l'ai déjà fait. Heu, j'ai un client, avec qui je travaille depuis très longtemps, qui avait besoin de recruter beaucoup de saisonniers et qui avait besoin d'un coup de main et surtout, son critère à lui, ce qu'il m'avait dit, c'est: «Même si ce sont des saisonniers, ce sont les premiers ambassadeurs de mon entreprise. Ce sont les premiers, c'est eux le premier contact avec le client. Donc je peux pas me permettre de prendre des gens qui tiennent pas la route et qui sont pas en phase avec qui je suis en tant qu'employeur». Donc, bah, ça avait donné lieu à des entretiens, certes, beaucoup plus light que ce que je fais habituellement, mais quand même, il y avait des critères incontournables à respecter.
les personnes devaient parler anglais, donc bah, je les interviewais en anglais, je switchais en anglais au milieu de l'entretien pour voir comment elles réagissaient. Il y avait un certain savoir-être qu'il fallait évaluer, et cetera, et cetera. Donc là, dans ce contexte-là, ça avait du sens et on s'était fait quelque chose de sur mesure, quoi. Donc, je dis que je le fais jamais, en fait, c'est faux, mais c'est pas dans notre ADN. On n'est pas un cabinet de recrutement de saisonniers, quoi. Alors, Il y en a qui le font. Au niveau du CRT, pour info, sur les saisonniers, on est en train de préparer d'ailleurs un autre atelier parce qu'il y a des problématiques complémentaires sur la formation, donc comment on fait des formations express sur l'hébergement des saisonniers. Ouais, c'est un sujet. Ce sera traité, voilà, c'est un vrai sujet qui sera Mmh. traité dans un autre atelier. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, a priori, dans le fil de discussion. OK. Ah, on arrive sur la diapo de fin, je vois. Ouais, parce qu'en fait, j'avais détaillé les différents outils, que nous, on utilise pour profiler un candidat et s'assurer que, voilà, on avait la bonne personne. J'ai 3 outils que j'utilise principalement, mais bon, voilà, je vais on a déjà dépassé, donc je vais pas, consacrer une demi heure à cela et je suis pas sûr que ce soit le point central que les personnes ont envie de développer là, aujourd'hui, quoi. Enfin, si je me trompe, vous me le dites, je serais heureux d'en parler, hein. OK, alors, bah, moi, j'en profite pour rappeler, que, bah, il y a le replay qui sera accessible. Je m'avance peut-être un peu en disant à partir de demain parce qu'il nous faut un petit peu de temps pour le monter, mais au pire, ce sera vendredi sur le site et d'ailleurs, je suis en train de publier, voilà, le lien dans le fil des commentaires vers le site. En fait, c'est à cet endroit-là aussi où vous pouvez vous inscrire, pour les prochains ateliers. Et c'est là donc où vous aurez la ressource, on en a parlé plusieurs fois, une ressource documentaire avec des liens, et peut-être aussi l'exemple qu'on a évoqué là, l'exemple d'annonce parfaite. Ouais, ouais, c'est possible. Mmh. Bon, je ne vois pas d'autres questions arriver, donc on va conclure ici. Merci beaucoup Benoît, c'était très très informatif. Ben, merci à vous, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on se parlait de ça, et je sais que le CRT a envie de, voilà, d'accompagner les professionnels sur des tas de thématiques et dont celle-ci, donc moi je trouve ça génial, parce que c'est un sujet, c'est un vrai sujet. On voit que tout le monde a des problèmes de recrutement, quoi, donc voilà, il y a certaines choses qui peuvent être mises en place, assez facilement, je pense, pour améliorer les choses. Puis voilà, si à un moment donné, certains d'entre vous ont envie d'en discuter un peu plus en amont, enfin un peu plus en avant pour travailler ensemble, bah, ce sera avec plaisir puisque voilà, c'est comme ça c'est comme ça qu'on travaille, première prise de contact comme celle-ci, puis après, ben, en fonction des besoins, on se rend disponible, quoi. Donc ce sera avec plaisir. Merci à vous tous pour votre participation, bah, vraiment très active. Bah, on se donne rendez-vous pour les prochains ateliers. Bonne fin de journée, merci, à bientôt.